Mon sujet aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. D'abord, une petite mise en contexte. Le gaz à effet de serre le plus important est de loin le dioxyde de carbone ou le gaz carbonique. La source la plus importante est les combustibles à base de carbone. Durant 400 000 ans, la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère a atteint un minimum de 180 et un maximum de 295 parts par million. En 1870, la quantité était à peu près 285 parts par million. Aujourd'hui, la quantité est supérieure à 400 parts par million et ce montant est en croissance. Bien que le gaz carbonique ne se compose pas facilement dans l'atmosphère, il est toutefois absorbé par l'eau, y compris l'eau de mer, et par les arbres et les plantes à travers le phénomène de photosynthèse. L'augmentation de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre a eu pour résultat les températures plus élevées. Depuis 1880, la température mondiale moyenne a augmenté de presque 1 degré. On peut constater que l'objectif est de ne jamais dépasser un maximum de 2 degrés d'augmentation par rapport au niveau existant avant l'industrialisation, mais cet objectif paraît de plus en plus inaccessible. Les eaux polaires et glaciaires les glaces polaires et glaciaires sont en train de fondre. L'Arctique aura peut-être son premier été intérieurement sans glace dès 2040. La fonte des glaces a 3 conséquences importantes. Premièrement, étant donné que la glace reflète la chaleur, sa disparition contribue au réchauffement climatique. Deuxièmement, la glace fondante fait monter le niveau de la mer. Et troisièmement, les glaciers qui fournissent de l'eau au sous-continent indien et certaines parties de la Chine ne seront pas en capacité de le faire. L'élévation des taux de gaz carbonique dans l'atmosphère a eu comme effet direct l'augmentation de l'acidité de l'océan. Depuis 1880 jusqu'au moment présent, le niveau moyen de la mer s'est élevé d'environ 23 cm. Le niveau de la mer monte actuellement à une vitesse de un peu plus de 3 mm par an et cette vitesse accélère. Les prévisions varient largement. Une estimation optimiste de la hausse du niveau de la mer d'ici 2100 est 35 cm au plus bas et 80 cm au plus haut. Pour certaines parties du monde, par exemple le Bangladesh, même cette hausse serait quasi catastrophique. Une estimation pessimiste basée sur la fonte de la calotte glaciaire au Groenland est beaucoup plus importante et pourrait même inonder la ville de Londres. En 2011, les émissions de gaz carbonique par région du monde étaient à peu près la suivante. L'Asie, y compris la Chine, a produit environ 43% du total mondial. L'Europe, à peu près 20%. Les États-Unis, à peu près 17%. Et le reste du monde, y compris tous les autres pays, à peu près 20%. 2 pays, les États-Unis et la Chine, produisent plus de 40% des émissions mondiales de gaz carbonique. Que peut-on faire pour ralentir l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Le problème est complexe et les obstacles pratiques et politiques sont énormes. Néanmoins, le noyau de la solution est assez évident. Premièrement, nous devons réduire la combustion de carbone. Deuxièmement,
nous devons préserver les grandes forêts qui absorbent le gaz carbonique. Quel est l'état de notre progrès jusqu'à présent? Malheureusement, il n'est pas très bon. Pris de façon indépendante, le protocole de Kyoto en 1997 n'a pas été un grand succès. En partie, le protocole a été entravé de manière importante par l'absence de ratification des États-Unis et de la Chine. Mais même au niveau des États qui ont ratifié l'accord, le protocole tout de même a eu un succès limité. Par exemple, les émissions provenant de l'Europe ont été sensiblement réduites, mais si on prend en compte le fait que l'industrie chinoise soit une source majeure des émissions de gaz carbonique et que l'Europe importe beaucoup de produits fabriqués en Chine, la réduction nette en émissions pour laquelle l'Europe est responsable durant la période post-Kyoto peut se révéler être aussi faible qu'un ordre de réduction d'à peu près 1%, pas beaucoup. Mais le succès du protocole de Kyoto ne peut être véritablement évalué à travers un simple examen du niveau des émissions de gaz carbonique. Kyoto a été la première réunion de haut niveau conduite sur la Convention cadre des Nations Unies. Il était une étape préliminaire essentielle dans un processus qui est toujours en cours. Par exemple, Kyoto a conduit à la création du système communautaire d'échange de quotas d'émissions en Europe, qui a eu un certain succès. Plus généralement, Kyoto a encouragé de nombreux États, y compris les États-Unis, à adopter plusieurs mesures utiles, bien que non requises par le protocole. Une suite de Kyoto a été la réunion à Copenhague en 2009. On espérait initialement que la réunion de Copenhague se traduirait par un second traité d'un statut légal comparable à celui de Kyoto, dont l'expiration était fixée pour 2012. Ce n'est pas produit. En lieu et place, les pays rassemblés n'ont pu conclure qu'un accord non obligatoire négocié par les dirigeants mondiaux en session fermée. Par exemple, les pays rassemblés en session plénière à la fin de la réunion ont strictement limité leur engagement à une prise de note de l'existence de l'accord. Sous l'accord de Copenhague, les pays individuels ont fait des promesses non contraignantes de réduction de leurs émissions. Par exemple, les États-Unis ont promis de réduire d'ici 2020 leurs émissions de gaz carbonique de 3% par rapport au niveau existant de 1990 et de 17% par rapport au niveau de 2005. Peut-être la chose la plus importante qui s'est produite à Copenhague, c'est la prise de conscience que, au moins pour le moment présent, la manière la plus efficace de procéder ne passe pas par les traités à grande échelle ratifiés par un nombre important de pays. Il y a de nombreuses raisons à cela. Premièrement, les négociations multilatérales parmi un nombre important de pays sont inévitablement complexes et encombrantes. Deuxièmement, la reconnaissance du caractère obligatoire des engagements qui découlent d'un traité international est bien plus difficile et que pour d'autres sources d'engagement, du moins sur certains pays. Cela applique en particulier aux États-Unis, où notre Sénat est le seul compétent pour autoriser et à la majorité de 2/3. C'était une ratification très difficile pour nous et cette condition de 2/3 est la cause majeure que les États-Unis n'aient pas ratifié le Kyoto. Troisièmement,
des accords entre un nombre réduit de pays qui prennent généralement une forme autre que celle d'un traité international se sont révélés efficaces dans la production d'engagements à force obligatoire ou des promesses faites de bonne foi. Il y a des autres qui possèdent plus d'expertise que moi sur le sujet de mesures de ce genre, celles prises par exemple en Europe et en Asie. Mon champ d'expertise tel qu'il est limité aux États-Unis. Pour le temps qui me reste, je décrirai ce que les États-Unis ont fait et pas fait dans les années récentes. À cause du blocage politique actuel aux États-Unis, qui n'est pas limité au sujet du réchauffement climatique, il a été très difficile pour les États-Unis d'adopter, à travers de nouveaux traités ou de nouvelles lois étatiques, des mesures significatives. D'une manière générale, je peux dire que les démocrates, c'est-à-dire les membres de la partie démocrate, les démocrates aux États-Unis sont plus favorables que les républicains à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. La réponse typique d'un républicain conservateur aux États-Unis, interrogé sur le sujet du réchauffement climatique, est de dire « je ne suis pas un scientifique » et de refuser de reconnaître la légitimité du consensus scientifique de grande échelle qui existe sur le réchauffement climatique. Depuis les dernières élections chez nous, les républicains contrôlent les deux chambres du Congrès américain. Le sénateur républicain Mitch McConnell, originaire de l'État du Kentucky, est le nouveau chef de majorité au Sénat américain. Le Kentucky est un État producteur du charbon et beaucoup de son économie. Ainsi, les donateurs de fonds d'électeurs de campagne électeurs de sénateur McConnell sont dépendants du charbon du Kentucky. Avec beaucoup d'autres républicains, le sénateur McConnell a refusé de reconnaître la validité de la science du changement climatique. Lors d'un entretien peu de temps avant la dernière élection, le sénateur McConnell a refusé de révéler s'il croyait en l'existence du phénomène du réchauffement climatique. Il a répondu dans cet entretien « Je ne suis pas un scientifique. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de protéger l'économie de l'État du Kentucky. » Cette profession d'ignorance de la part du sénateur McConnell me fait penser à cette phrase de l'écrivain américain Upton Sinclair, il y a 80 ans, entre guillemets, « Il est difficile de faire comprendre quelque chose à une personne lorsque son salaire est dépendant d'une absence de compréhension. » À cause de cette réalité politique, presque toutes les actions récentes prises en rapport avec le changement climatique ont été prises par le président Obama et par son gouvernement sous l'autorité légale actuelle, sans autorisation supplémentaire du Congrès américain. À l'international, les actions du président Obama, qui peuvent être qualifiées de plus importantes, comptent son intervention personnelle à Copenhague en 2009 et l'accord bilatéral conclu avec la Chine en 2014. Au niveau national, le gouvernement du président Obama a aussi entrepris des démarches significatives. Premièrement, sous le gouvernement du président Obama, l'agent américain de Protection of the Environment, Environmental Protection Agency, a adopté des mesures en application de la loi américaine sur la qualité d'air pour réduire les émissions de dioxyde de carbone des voitures et des camions. Et sur la base confirmée par la Cour suprême sous le gouvernement d'Obama, l'APE, notre agent Environmental Protection Agency, a émis des règlements qui obligent les fabricants d'automobiles, de voitures, à respecter les normes de rendement énergique moyen, nommées les normes Corporate Average Fuel Economy, les normes CAFE, pour les fabrications de véhicules neufs.
D'un côté, il y a des voitures énergivores et d'autre côté, il y a des voitures électriques et hybrides. Et puisque les voitures énergivores sont très, très rentables, les grandes compagnies, par exemple Ford, etc., tâchent de vendre les voitures électriques et hybrides à un prix très, très bas pour qu'ils puissent avoir de l'autre côté les voitures énergivores. Deuxièmement, l'APA a également adopté des mesures sur les lois américaines afin de limiter les émissions de gaz carbonique provenant de sources fixes, y compris les centrales électriques. Il y a des règlements récents, pas tout à fait finis, qui obligent les centrales électriques de limiter leurs émissions de gaz carbonique, qui auront l'effet d'éliminer en peut-être 20 ans les centrales avec le charbon. Il y a des litiges et je crois que ça finirait par aller dans la Cour suprême. Je dirais que notre Cour suprême, ça balance, c'est-à-dire il y a 4 justices conservatoires, il y a 4 qui sont à gauche, il y a la justice Kennedy au milieu. Et la Cour suprême décide des fois en supporter de valider les règlements et des fois pour les annuler. C'est une chose assez difficile chez nous. Une étape supplémentaire évidente qui a été prise se fait de mettre à disposition d'autres subventions pour soutenir l'énergie renouvelable, mais je vous dis franchement qu'on n'a pas beaucoup dépensé, beaucoup. Dans l'année 2013, le gouvernement fédéral a dépensé un peu moins de 12 milliards de dollars de subventions, dont 1 milliard alloué pour la recherche. Ça peut paraître être une somme importante, mais étant donné la taille de l'économie américaine et du budget fédéral annuel, c'est presque rien. Dans les années récentes, et en particulier sous le gouvernement du président Obama, les États-Unis se sont joints aux pays d'Europe et d'autres dans leurs efforts de réduire la vitesse de réchauffement climatique. Au moins à court terme, le succès continu des États-Unis dans cette entreprise dépend du résultat des prochaines élections présidentielles. L'accord entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les diverses mesures prises sous notre loi Clean Air Act, adoptées afin de réduire les émissions de gaz carbonique, sont l'œuvre du président Obama et son gouvernement. Ce travail sera probablement défait en grande partie si notre prochain président est un républicain. Il y a beaucoup de raisons pour prêter son attention aux élections présidentielles aux États-Unis. La plus évidente concerne la politique américaine concernant l'action militaire. Mais, comme je viens de vous décrire, la politique américaine concernant le réchauffement climatique est également une raison importante. Le réchauffement climatique est le problème d'environnement le plus important de nos temps. C'est un problème difficile et compliqué. Je vous avoue que je suis pessimiste. Mais on est obligé de confronter le problème et d'essayer de le résoudre. C'est une responsabilité envers vos enfants, nos petits-enfants et les générations qui suivent. On n'a pas un choix. Merci.